Bonjour Frédéric Béraud. Bonjour Frédéric Béraud. Alors, Bonjour. nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui derrière l'écran dans ces entretiens fédéralistes du Conseil scientifique. Je ne vais pas expliquer en détail ce qu'est le Conseil scientifique, c'est nous aider à promouvoir une Europe fédérale sur le plan intellectuel avec des universitaires, des chercheurs, etc. Et puis le deuxième aspect, c'est de faire savoir, faire connaître vis-à-vis notamment des nationalistes, des xénophobes, etc., faire savoir que la dimension européenne, notamment fédérale, est certainement une bonne chose, une bonne opportunité. Frédéric Béraud, vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à Sciences Po Strasbourg. Vous êtes titulaire d'une chaire Jean Monnet consacrée au narratif européen de la frontière. Vous êtes spécialiste de l'enseignement du droit de l'Union européenne et je vois que vous avez de multiples facettes. Le droit institutionnel, le droit du marché intérieur, le droit de la concurrence, des frontières, le droit de l'énergie, les droits des produits de santé, le marché intérieur numérique. Vous êtes aussi responsable du Master 2 droit des produits de santé en Europe à la faculté de droit de Strasbourg. Vous êtes professeur invité au Collège d'Europe de Bruges. Vous enseignez le droit du marché intérieur, membre de l'équipe pédagogique du Master expert en affaires publiques européennes de l'INSP, ancienne ENA, l'École nationale d'administration. Et vous êtes membre du Centre des études internationales et européennes et du Centre d'excellence franco-allemand Jean Monnet et du réseau international d'excellence Jean Monnet Fronten. J'ai une première question à vous poser sur votre parcours, sur l'appétit d'Europe. Je suppose que ça ne vient pas seulement du fait que vous êtes de Strasbourg. Il doit y avoir certainement d'autres choses. Alors, c'est vrai que Strasbourg y est pour beaucoup parce que c'est là où j'ai fait mes études. À Sciences Po d'abord, à la faculté de droit ensuite. Étape importante certainement de cette formation, c'est le Collège d'Europe de Bruges, que j'ai suivi comme étudiante et j'y suis restée comme assistante quelques années pour y débuter ma thèse de doctorat. Donc disons, dans mes études, il y a cette appétence. Après, je pense que l'envie d'Europe vient aussi beaucoup d'un parcours qui finalement, du point de vue personnel, est un parcours de frontières, puisque je suis née dans le Jura, côté France, que j'ai fait mes études en partie à Strasbourg et à Bruges. Donc, quelque part, je suis une femme des frontières de l'Est qui, quelque part, après une petite incursion par le Nord, en tout cas, a toujours beaucoup vécu sur ces espaces frontaliers. Je pense que ces espaces frontaliers, assez vite, donnent envie d'Europe. Et le passage par le Collège d'Europe est important aussi parce que c'est un passage où pendant quelques années, on vit dans ce que certains peuvent considérer comme étant une bulle, mais qui correspond à ce qui finalement était l'idée fondatrice, c'est-à-dire de vivre en européen. Et ça, je pense que c'est certainement constitutif de cette envie d'Europe et de cette spécialisation ensuite progressive qui vient de beaucoup probablement de hasard aussi, hein, et qui dans ce domaine-là sont pour moi des heureux hasards. Vous avez réfléchi sur le concept et la réalité des frontières. Vous venez d'en parler. Elles sont maintenant largement supprimées sur le territoire européen grâce à l'espace Schengen, mais cet acquis est très souvent remis en cause. On le voit actuellement avec le phénomène migratoire. Une Europe plus fédérale serait-elle une des solutions pour consolider cette disparition souhaitable des frontières ? Alors, cette question, elle est particulièrement importante aujourd'hui, hein, parce que, vous l'avez dit, il y a à la fois une remise en cause des frontières. Je pense qu'il y a peut-être aussi une redécouverte de la frontière comme espace commun de vie. En tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup vécu entre la France et l'Allemagne au moment de la crise de la Covid, où on a perçu l'importance de cet espace et probablement sa spécificité par rapport à d'autres espaces. Alors, est-ce que l'Europe fédérale peut être une garantie de cette ouverture des frontières ? Oui, bien sûr, parce qu'on le voit aujourd'hui, ce n'est pas le réflexe premier quand il y a une crise, que la crise soit sanitaire, que la crise soit celle de la guerre. Comme on le vit actuellement en Ukraine, on voit bien que cette frontière, elle devient vite un réflexe
pour essayer de sécuriser les personnes et les biens. Et on en perçoit aussi aujourd'hui toute l'inutilité, parce que souvent, ça n'est pas la frontière qui effectivement va permettre de résoudre le problème. Ça n'est pas complètement non plus l'absence de frontières. C'est-à-dire, je pense que ce qui serait intéressant dans cette idée d'Europe fédérale, c'est de travailler sur les mécanismes qui permettent le passage de la frontière, qui permettent la gestion de la frontière, parce que dans certains cas, elle peut rester pertinente. On l'a vu au moment effectivement de la crise sanitaire. Là où l'Europe est déterminante, c'est maintenir la coordination aux frontières, maintenir finalement cette possibilité de faire de la frontière une zone de libre circulation et de libre information. On en a perçu la difficulté avec la crise pandémique, parce que la coordination, elle a souvent tenu, du moins dans un premier temps de la pandémie, à des parcours et à des liens individuels. Et on a mis beaucoup trop de temps à ce que la réponse en termes de protection de la santé publique soit une réponse par-delà les frontières nationales. Et c'est là où je pense que l'Europe a un rôle déterminant à jouer. On l'a commencé avec l'Union de la santé et des textes importants qui ont été votés il y a quelques mois. Importants parce qu'ils vont déjà permettre qu'en matière de santé, on dénationalise quelque part les discours et les données. Mais il y a beaucoup de travail à faire parce que on l'a vu avec un exemple très simple au moment de la crise pandémique et la notion de lit de réanimation, dont on a vu qu'elle était très différente en Allemagne et en France. Et donc, il était vain de considérer que l'Allemagne avait plus investi dans les lits de réanimation que la France, puisqu'on ne comptait pas les mêmes choses. Mais ce petit exemple montre qu'on a déjà besoin d'un vocabulaire commun, qu'on a besoin de mécanismes de coordination et qu'on a besoin, dans certains cas, probablement pas tous, mais dans certains cas, d'avoir effectivement une approche européenne. Donc je pense que c'est dans ce sens que l'Europe, y compris dans le domaine de la santé, peut jouer un rôle tout à fait déterminant. J'ai une question complémentaire sur ce problème des frontières. L'espace Schengen ne correspond pas à l'Union européenne. On parle aussi d'accroissement du nombre de pays au niveau de l'Union européenne, sans parler de la communauté politique européenne avec 46 pays. Alors comment gérer ce problème ou ce défi des frontières dans tous ces contextes? Alors, vous pouvez poser une question qui est assez redoutable, donc je ne prétendrai pas avoir une réponse toute faite, mais ce qu'on constate, c'est effectivement que le projet européen, qui est celui des frontières ouvertes, peut-être plus que de ce qu'on appelle l'Europe sans frontières, qui finalement était un slogan apparu en 1985, du point de vue historique, qui est important, je pense, typiquement pour ma génération, parce que nous, on n'a finalement jamais été tellement habitués en Europe à ressentir la frontière, parce qu'on l'a passé tout à fait simplement en tant qu'étudiant Erasmus, parce que on la pratiquait comme travailleur, parce que finalement on avait cette facilité à ne plus avoir de papier, ne plus avoir d'autorisation pour passer les frontières, ce qui reste quelque chose de profondément européen, parce que quand on en discute avec d'autres en dehors de l'Europe, c'est vrai que ça paraît toujours très étrange, de pouvoir passer aussi facilement la zone de la frontière. On a oublié l'attente à la frontière, y compris en matière économique, et ça détermine toutes nos chaînes logistiques, on le voit bien aujourd'hui. Le Brexit est venu d'ailleurs sur ce plan-là casser cette idée qu'on n'attend plus à la frontière. Je pense que le défi, c'est de trouver les moyens de gérer la frontière. On le voit bien avec la crise migratoire. On a une gestion des frontières qui est une gestion très sécuritaire.
Et je pense que l'un des éléments serait déjà de travailler à des principes d'accueil communs, en particulier de l'ensemble des personnes qui arrivent à la frontière. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement accepter tous ceux qui arrivent à la frontière. Ça, je pense que l'air du temps est un peu différent, mais que cette gestion en termes de droits humains est extrêmement importante. Et malheureusement, les dernières images de la frontière entre les États-Unis et le Mexique montrent combien est-ce que c'est déterminant. C'est aussi des méthodes de gestion. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle les frontières intelligentes, hein, c'est-à-dire finalement de l'utilisation des nouvelles technologies et de l'information, hein, globalement, pour gérer ces frontières. Je pense que c'est extrêmement important, sans pour autant verser dans une tentation qui serait finalement de tracer les individus. Ce qu'on voit malheureusement beaucoup, et beaucoup dans la politique européenne. Et ça, je pense que les principes européens, hein, comme la protection des données personnelles, devraient nous aider. Et puis, il faut sécuriser les frontières. Il faut sécuriser les frontières, et singulièrement à l'est de l'Europe, parce que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est un conflit également entre la Russie et l'Europe, sur finalement le modèle de vie que l'on défend, les valeurs démocratiques, les valeurs de pluralisme, mais aussi la manière dont on vit, hein, dans nos sociétés européennes. Et donc, il faut sécuriser cette frontière de l'Est. Alors, la question, c'est est-ce que le mur est une bonne idée? On a quand même muré à peu près tout l'Est de l'Europe. Et on sait qu'il y a aujourd'hui en Europe un débat sur qui vient financer les murs, parce que les murs ne servent pas que à l'État, mais ont pour ambition de sécuriser aussi l'ensemble des États d'Europe. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Encore une fois, ce qu'on voit aux États-Unis le démontre, parce qu'il faut un mur, mais pour que le mur fonctionne, il faut une armée. Et puis après, il faut un permis de tirer sur la personne qui franchit le mur, parce que sinon le mur, dans la réalité, ne peut pas avoir de signification. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des questions qu'il faut qu'on pose, parce que on l'a bien vu juste avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, enfin, plus précisément l'invasion russe en Ukraine. Il y a eu à la frontière avec la Pologne une instrumentalisation des flux migratoires, qui est une instrumentalisation par Moscou de ces flux migratoires. Alors, on appelle ça souvent, c'est une partie de ce qu'on appelle la guerre hybride, mais je pense que c'est extrêmement important parce que on sait, et je pense que c'est ce qu'on savait à Moscou, on sait que c'est potentiellement quelque chose qui divise l'Europe, et la Pologne, à l'époque, n'a pas été choisie au hasard, hein. Ce n'est pas qu'une question de géographie, mais également parce que on était en conflit, et on l'est toujours, hein, d'ailleurs, au sein de l'Union européenne. On est en conflit avec la Pologne sur la notion en particulier d'indépendance de la justice. C'était donc une question directement posée à l'unité européenne, et on a eu une réponse unitaire finalement sur cette question-là, mais qui pose la question de comment sécuriser une frontière, parce que là on a choisi effectivement une option très militaire en Pologne, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer, hein, évidemment dans le contexte très particulier du moment, mais ça posera la question effectivement de savoir comment sécuriser ces frontières, et quelle doit être la position de l'Union européenne. Encore une fois, c'est peut-être sur ce point-là que je poserai la question sans nécessairement avoir la réponse. Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure du développement, plus ou moins du développement de l'intelligence artificielle et des risques que cela pose. Nous vivons des changements de paradigme très profonds. On peut le voir positivement, on peut le voir négativement, mais il y a des changements de paradigme. Et vous avez travaillé sur le droit des robots. Comment mieux réguler l'économie numérique au niveau européen, alors que, et ça je crois que c'est important, que la dépendance européenne dans ce domaine, les États-Unis, la Chine, est énorme. Nous n'avons pas assuré notre indépendance européenne. Alors, la question, c'est une question qui est beaucoup débattue en Europe, puisque
puisqu'on a adopté les textes importants que sont le Digital Market Act et le Digital Service Act récemment, qu'on a trouvé cette semaine un accord au Parlement européen pour la question de la régulation de l'intelligence artificielle. C'est, je pense, une caractéristique de l'Europe que de vouloir réguler, puisqu'on est les premiers au monde à le faire, ce type de phénomène. La réponse que peut apporter l'Europe, c'est d'abord une réponse d'encadrement éthique de ces phénomènes. Moi, je pense que pour ce qui est de l'intelligence artificielle, du développement des robots, y compris des robots dits sensibles, ça fait partie de notre vie quotidienne. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on considère comme un progrès. Parce que se réfugier derrière une interdiction, je pense que ça équivaudrait au mur aux frontières. Et on le sait. Donc, je pense qu'il vaut mieux d'abord apprendre ces phénomènes et apprendre à les apprivoiser. Ce que l'on a quelque part tous fait avec le confinement et ce qu'on est en train de faire en est une démonstration, parce qu'il y a quelques années, je n'aurais absolument, moi, pas du tout imaginé savoir appuyer sur le bon bouton. Donc, les choses s'apprennent, c'est déjà une première chose. Mais je pense qu'il faut avoir avec ces phénomènes-là une position qui est une position de, non pas de prudence, mais d'affirmation d'un certain nombre de valeurs auxquelles on tient. Et l'Europe l'a fait très tôt avec la protection des données personnelles. Et on s'est fait beaucoup critiquer, y compris par les États-Unis, parce que la protection des données personnelles était à la fois trop chère et trop... finalement trop timide par rapport à l'économie fondée sur la donnée. Je pense que l'Europe démontre qu'on peut faire les deux et qu'on ne peut pas avoir une économie de la donnée sans protection de la donnée personnelle, ce qui est déjà une première chose. Et puis je pense qu'après, il faut effectivement affirmer le rôle de l'Europe et probablement aussi le rôle de l'État par rapport aux grandes plateformes qui finalement ne posent pas des problèmes bien différents que les problèmes des multinationales. Ça, je pense que c'est la réponse qu'on peut donner avec les deux règlements dont j'ai parlé tout à l'heure, qui certainement sont insuffisants. Mais c'est aussi une caractéristique du droit que finalement de courir après les évolutions. Un droit qui viendrait interdire certaines évolutions ou en tout cas qui serait en avance sur certaines évolutions, je pense pourrait à certains égards être excessivement dangereux du point de vue de la démocratie. Donc je pense que c'est un pas extrêmement important. Maintenant, il faut qu'on travaille sur la mise en œuvre de tout ça et ce qui va être déterminant, c'est ça, c'est la mise en œuvre. Et puis, c'est savoir utiliser. On a beaucoup parlé de ChatGPT, on en parle beaucoup à l'université. Je pense qu'il faut vraiment qu'on intègre ChatGPT dans nos enseignements, dans nos pratiques, dans la manière dont finalement les étudiantes et les étudiants apprennent. Parce que sinon c'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'on passera notre temps à courir derrière la dernière innovation technologique et on risque de dégrader ce qu'est l'université, c'est-à-dire l'apprentissage des étudiants. Et je pense qu'il faut retrouver finalement ce qui était la position au moment des Lumières, c'est-à-dire développer un esprit critique par rapport à la chose. Je l'ai modestement testé avec un certain nombre d'étudiants de Master 2 dans leurs évaluations, et finalement, ils se sont montrés, quand ils ont joué le jeu, beaucoup plus intelligents que l'intelligence artificielle, mais probablement qu'on ne teste pas tout à fait les mêmes choses, qu'on teste un peu différemment. Ça pourrait nous faire aussi gagner beaucoup de temps sur certaines choses. Donc, la régulation, il ne faut pas pour moi, qu'elle vienne empêcher notre cohabitation avec les robots et leur intelligence. Et simplement, il faut qu'on ait le courage de se poser un certain nombre de questions. Plutôt que de laisser le phénomène s'installer et petit à petit, le cas échéant, prendre
prendre le contrôle de nos vies. Quand on a travaillé sur le projet sur le droit des robots, on a travaillé avec à la fois des roboticiens, mais aussi des spécialistes de la science-fiction. Et on s'est aperçu que ce qu'on lit en science-fiction en Europe est aussi très marqué par une peur de la machine qui remonte jusqu'à l'Antiquité grecque, et que d'autres, en particulier les Japonais par exemple, les Coréens du Sud, ont une approche beaucoup plus positive de ce que peut être le robot, de ce que peut apporter finalement cette cohabitation avec l'homme. Et finalement, le robot nous pose un petit peu les mêmes questions que la nature ou que les animaux. L'idée n'est pas de supprimer l'un pour maintenir la suprématie humaine, mais c'est probablement d'en organiser la coopération. Et pour moi, l'Europe, c'est là où elle a un rôle déterminant à jouer. Nous avons un petit problème de son, Olivia. Alors moi, je ne l'entends pas et je ne la vois pas. D'accord. Alors peut-être je vais poser la prochaine question. La dépendance énergétique de l'Union européenne est très importante. 50% d'importation, il me semble, avec des risques, on le voit actuellement, des risques géopolitiques évidents. Alors comment asseoir une politique énergétique plus cohérente, plus solidaire, qui répondrait aussi aux nécessités de la lutte contre les changements climatiques, parce qu'il y a un lien évident entre les deux domaines. Alors la question, elle répond d'ailleurs à une chose que vous avez soulignée tout à l'heure, qui est la dépendance de l'Europe. Et je pense qu'en matière énergétique, il faut partir de cette dépendance. L'idée n'est pas de devenir indépendant, mais de choisir sa dépendance. Et c'est peut-être ça qui, pour le moment, avait été peu fait et qu'on fait grâce, si je puis dire, à la crise énergétique. Puisqu'on a mis en place, et depuis quelques jours, les premiers achats ont été faits, les achats en commun de gaz. On a vu aussi toute une série de mesures au niveau européen qui ont permis de coordonner, y compris d'ailleurs complétées par des accords bilatéraux comme entre la France et l'Allemagne. Les accords bilatéraux qui ont empêché le blackout en France en décembre sur l'électricité, en contrepartie de gaz livré à l'Allemagne. On sait que l'Allemagne dépend beaucoup plus du gaz que la France. Donc il faut accentuer ces politiques-là, mais il faut aussi aller dans le sens du choix de ces dépendances, parce que la transition énergétique, qui est aussi une transition climatique, pose la question non seulement de la dépendance aux ressources énergétiques, mais à d'autres ressources. Et moi, il y a une proposition de la Commission européenne qui a été faite mi-mars sur les matières premières critiques, qui, je pense, sera un projet tout à fait déterminant, qui suppose de la relocalisation, de la réindustrialisation, dont on parle beaucoup en France depuis 2-3 jours, mais qui pose aussi la question de la sécurisation de partenariats. Alors, c'est une question qui va être extrêmement difficile, parce que ce sont des questions géopolitiques, ce sont aussi des questions de société. Est-ce que finalement on sécurise avec des États qui ne sont pas des démocraties, avec des États qui posent des problèmes en termes de protection des droits de l'homme? C'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Mais je pense que c'est extrêmement important, et que l'attitude de la Russie montre bien que la solution ne réside pas dans une dépendance à un seul pays ou à une seule ressource d'énergie, mais plutôt dans la complémentarité des énergies, et donc dans la complémentarité des partenariats, ce qui aujourd'hui pose une question déterminante par rapport à la Chine, et du point de vue des capitaux. On voit bien que dans les grandes annonces qui ont été faites ces derniers jours sur la réindustrialisation de Dunkerque, les capitaux chinois sont extrêmement présents. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il y a effectivement des mesures de contrôle. Est-ce que ça, il faut l'accentuer en Europe? Probablement. Et l'accentuer de manière
de manière européenne. C'est-à-dire que si le contrôle se fait uniquement dans le cadre français, pour l'exemple que j'évoquais, ça ne fera pas avancer la capacité de l'Europe à avoir une résilience énergétique. Parce que je pense que ce concept, qui est à la fois un concept très à la mode, est un concept qui est lourd de sens. Cette capacité à fonctionner même en période de crise, on a mesuré ce que ça voulait dire. Je pense qu'on n'avait pas conscience, on en avait théoriquement conscience, mais je pense que ça nous a tous fait extrêmement drôle de devoir attendre pour acheter dans les magasins et de découvrir qu'un certain nombre de rayons étaient vides. Et ça, aujourd'hui, c'est le quotidien d'énormément d'entreprises. Ça reste le quotidien de la consommation à certains moments. Et ça, je pense que c'est une chose qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Et c'est moi ce que je mets derrière le mot résilience. Et là-dessus, l'Europe fédérale a un rôle majeur à jouer pour d'abord envisager les crises. On sait que l'armée travaille avec des auteurs de science-fiction. On l'a vu récemment d'ailleurs dans l'Est de la France avec des manœuvres militaires qui ont été conduites sur ces scénarios-là. Donc il faut d'abord qu'on essaye d'anticiper, de comprendre qu'est-ce qui peut nous arriver, et puis ensuite il faut de la préparation, et il faut de la préparation qui soit transfrontalière. C'est extrêmement important. On évoquait effectivement l'énergie. On sait que la réindustrialisation de certaines productions sont extrêmement énergivores. Peut-être ne faut-il pas relocaliser, peut-être faut-il, dans certains cas, effectivement, sécuriser des approvisionnements extérieurs. Et ça, je pense que faut vraiment qu'on continue à se poser les deux questions. Sinon, on aura aussi des phénomènes de rejet sociaux, parce que relocaliser la production de médicaments, par exemple, on parle beaucoup du paracétamol, ce n'est pas nécessairement la chose la plus sympathique à fabriquer. Et je ne suis pas sûre que je voudrais ça au fond de mon jardin. Ce que je veux dire par là, c'est que l'acceptabilité sociale de cette transition énergétique est absolument fondamentale. Parce que sinon, on aura des phénomènes comme on a connus en France, qui sont ceux des gilets jaunes et d'autres phénomènes qu'on voit bien. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir juste une réponse qui soit économique, capitalistique ou réglementaire. C'est aussi l'acceptabilité sociale de ces processus qui est absolument déterminante. Et là, c'est à la fois une relocalisation de l'Europe et une présence nécessaire de l'Europe pour arriver, selon moi, à résoudre ces problèmes-là. Je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut les résoudre à une échelle qui serait uniquement locale. Et on a besoin, pas uniquement d'ailleurs dans les régions frontalières, mais je pense que globalement, on a besoin de ce cadre de réflexion au niveau européen pour arriver à exister dans une problématique qui est nécessairement mondiale. Le système européen actuel, avec le règne du Conseil européen et l'intergouvernemental, ne devrait-il pas peut-être être revu fondamentalement avec une ambition davantage fédérale? Mais alors, comment s'y prendre, alors que les changements de traités font largement peur à une large partie de la classe politique? Je dirais que ça fait même peur à une large partie de la population, probablement, si ce n'est une certaine indifférence de la population, parce qu'on parle des institutions, et quand on parle des institutions, on a l'impression que quelque part, on ne parle pas du quotidien des gens. Je pense que c'est très faussé, cette approche-là, c'est-à-dire que sans les institutions, les bonnes institutions, on n'aura pas de toute façon les bonnes politiques qui répondront aux attentes, voire aux angoisses des citoyens. Donc cette question des institutions, pour moi, elle est fondamentale. Et s'il y a quelque chose à faire, à changer dans les traités, c'est certainement sur ce point de vue-là, pour moi, beaucoup plus que sur le contenu des politiques. Là où les choses sont importantes, et on l'a bien vu avec la Convention citoyenne sur l'avenir de l'Europe, les citoyens de cette convention ont souligné que pour eux, le problème était l'unanimité des États.
Ce qui est à la fois un problème et n'en est pas un. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans le traité très peu de dispositions qui maintiennent cette unanimité des États. C'est plutôt dans la pratique qu'il y a des choses à changer. Alors, est-ce que c'est la toute-puissance du Conseil européen? Je pense que l'Europe ne peut pas faire sans le Conseil européen, parce que l'Europe, c'est une union qui est une union d'États, même si on va vers un sceau fédéral. Pour moi, ce sceau fédéral doit se faire avec les États. Je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir à des mécanismes qui peuvent permettre aux États d'exprimer une différence sans nécessairement bloquer un processus. Et que c'est là-dessus qu'on aurait besoin d'une réforme des traités, et d'une réforme des traités qui, quelque part, laisserait plus de liberté aux États plutôt que de nier la réalité de l'État et sa pertinence. Je constate, alors après on peut être d'accord ou pas, mais je constate quand même qu'à chaque fois qu'il y a une crise, le premier étage de protection dans l'esprit du citoyen, c'est l'étage étatique. On l'a vu avec la crise des migrants, on l'a vu avec la crise financière, on l'a vu avec la crise sanitaire et on le voit aujourd'hui avec la guerre. Donc on ne peut pas nier cet aspect-là, qui est tout à fait fondamental. Et après, je pense que l'État est aujourd'hui, quel qu'il soit, emmailloté dans toute une série de considérations géopolitiques, d'obligations internationales et de logiques d'intégration régionale qui font qu'il y a quelque chose quelque part au-delà de cet État. Et c'est là où je pense qu'il faudrait faire intervenir plus fortement, effectivement, les mécanismes qui permettraient aux États d'exprimer des situations différentes sans nécessairement bloquer un processus. Je pense par exemple très concrètement à la position de la Hongrie par rapport au pétrole russe. La Hongrie actuellement en fait un mécanisme qui lui permet de s'affirmer contre une logique européenne. En même temps, la situation en termes énergétiques de la Hongrie, on ne peut pas faire l'économie du fait qu'elle dépend du gaz russe. Et qu'elle en dépend même très concrètement parce que c'est une histoire d'oléoduc, parce que c'est une histoire d'interconnexion énergétique. Et ça, on sait que ce n'est pas juste un problème technique, hein, c'est un problème de politique publique extrêmement important. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver des mécanismes qui permettent de tenir compte de ces questions qui sont des questions tout à fait, des spécificités tout à fait importantes, sans nécessairement bloquer le processus. Alors actuellement, on le fait, j'allais dire, en dehors des traités. C'est-à-dire qu'on trouve les moyens qui permettent l'achat de gaz en commun, qui permettent des réactions en commun sur les sanctions, tout en tenant compte de situations spécifiques. C'est peut-être là qu'il faut poser la question d'institutionnaliser effectivement certains mécanismes qui permettraient de ne pas bloquer des décisions. Est-ce qu'on doit passer par plus de coopération renforcée? Est-ce qu'on doit passer par plus de différenciation? Probablement, hein, le mot différenciation fait souvent peur, mais je pense qu'il est important. Et ça passe effectivement par des réformes des traités. Après, je pense que dans les traités, il faut faire certainement entrer plus les citoyens. Ils ont déjà un certain nombre de mécanismes. Mais la Convention citoyenne pour l'avenir de l'Europe montre qu'ils auraient certainement une place à avoir du point de vue institutionnel. Ça n'est pas très consensuel entre les États membres, mais je pense que c'est un des éléments sur lequel il faudrait arriver à travailler. Et puis certainement encore un renforcement du Parlement européen avec des partis politiques européens. Je pense que pour le moment, les partis politiques qui existent ne sont pas optimales, on va le dire comme ça, et qu'au Parlement européen, il y a encore trop de flou. On le voit bien, hein, on a des
des anti-européens qui sont dans tous les groupes politiques du Parlement européen. Je pense qu'il faut affirmer plus clairement les choses, et je pense qu'il faut l'affirmer parce que quand on voit la manière dont s'organisent, ou en tout cas se préfigurent les prochaines élections au Parlement européen, je pense qu'il faut qu'on arrive avec des programmes politiques forts à ces élections européennes. Sinon, on risque de perdre les citoyens, et puis on risque d'avoir au Parlement européen plus d'eurosceptiques que d'euros convaincus, et là, les choses vont devenir très compliquées. Donc je pense qu'il est urgent de politiser l'Europe, ce qui est à la fois une affaire de traité et une affaire de courage politique, si je puis dire. Non, mais merci. Effectivement, nous avons de nombreux défis au niveau de l'Europe. Et face à ces défis, il y a de nouvelles structures qui viennent d'être introduites, avec la création d'une communauté politique européenne réunissant 46 pays, en fait réunis autour des mêmes valeurs européennes. Je pense à la Charte européenne sur les droits fondamentaux. Le Conseil de l'Europe, que vous connaissez bien, parce que vous êtes, pas seulement parce que vous êtes à Strasbourg d'ailleurs, est-il mis sur la touche alors qu'un partenariat stratégique serait nécessaire, notamment dans le domaine des droits de l'homme? Nous savons très bien que la Cour européenne des droits de l'homme, elle est à Strasbourg. Alors, la question est une question qui est extrêmement stratégique, puisque nous allons avoir dans quelques jours le 4e sommet entre l'Union européenne et le 4e sommet du Conseil de l'Europe qui met à l'ordre du jour ces questions d'architecture institutionnelle européenne. À mon sens, la communauté politique européenne ne fait pas concurrence au Conseil de l'Europe si elle laisse sa place au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale qui est déterminante pour la démocratie, pour l'état de droit et la protection des droits humains. Ce qui est, on le voit aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, absolument déterminant. On le voit aussi en Turquie. On voit bien que les élections en Turquie se font sur ces notions de démocratie, de pluralisme, de protection des droits humains. Donc, c'est une question tout à fait fondamentale. Je trouve que le fait que l'Union européenne ait donné son feu vert à la ratification de la Convention d'Istanbul sur la protection des droits des femmes est absolument déterminant dans cette logique-là, et montre bien que l'Union européenne, quelque part, doit s'appuyer sur à la fois cette expertise du Conseil de l'Europe et sur cette zone de coopération spécifique qu'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, on sait, travaille aussi sur les droits environnementaux, ou la transition climatique, tout ça est encore un peu compliqué. Mais je pense que le Conseil de l'Europe n'a pas vocation à tout traiter. Et on le voit bien à la première réunion de cette nouvelle forme de coopération politique. Elle a beaucoup porté, entre autres, sur les questions énergétiques. Et je pense qu'elle montre qu'on a besoin d'un forum de discussion, et à ce stade, elle est très peu institutionnalisée, cette coopération, mais elle permet effectivement d'élargir des discussions à un moment politique tout à fait particulier, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'attaque russe contre le mode de vie européen, pour le dire simplement. Et donc, je pense qu'on a besoin de ces forums de discussion parce que la question qui va être déterminante pour l'Europe et qui, pour moi, suppose qu'on s'intéresse aux questions institutionnelles, c'est la question de l'adhésion de l'Ukraine. L'adhésion de l'Ukraine, elle est effectivement politiquement nécessaire. On sait qu'elle va être techniquement extrêmement complexe. C'est une question qu'on connaît bien en Europe parce que c'était déjà la question qu'on s'était posée lorsqu'on a intégré les pays à l'est de l'Europe. Je rappelle qu'on avait juridiquement prévu un espace particulier qui est l'espace économique européen, qui devait être une espèce de sas de transition économique et politique pour les États à l'est de l'Europe. Politiquement, on n'a pas pu, quelque part, on a défendu une adhésion beaucoup plus rapide, dont on paye un certain nombre de conséquences aujourd'hui à l'ouest de l'Europe comme à l'est de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a imposé aussi un rythme de réforme qui n'est pas toujours facile à suivre. Et la Pologne en est un bon exemple avec la transition climatique. On sait que la Pologne
du fait des choix qui ont été faits par l'Union soviétique, qui était que le charbon devait s'extraire en Pologne, font que la transition climatique ne peut pas se concevoir de la même manière en Pologne. Et donc, je pense qu'il faut pour le coup, on prenne un peu de champ par rapport à ça, peut-être un petit peu d'enseignement politique de ça, et que cette coopération politique européenne, elle pourrait servir à ça, c'est-à-dire à maintenir un dialogue politique qui est absolument stratégique, mais à aménager les zones qu'il faut. On sait que l'Ukraine va poser un problème absolument énorme de corruption. Le président Zelensky a d'ailleurs lancé un certain nombre de réformes, ce qui est tout à son honneur dans la période traversée par l'Ukraine. Mais on le sait parce qu'on le savait avant le conflit, hein, c'est un élément extrêmement important. Je pense qu'il y a une réponse à donner aussi, à partir du moment où on voit bien dans un certain nombre d'États, que ce soit la Géorgie, la Moldavie, etc. On voit bien que, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe chez nous, le drapeau européen, c'est un drapeau pour lequel on se bat et c'est un drapeau pour lequel, qu'on brandit dans des manifestations éminemment politiques. Je pense que là-dessus, si on ne donne pas de réponse, et si notre seule réponse, c'est de considérer que le drapeau européen est problématique, je pense qu'effectivement, ils vont aller chercher une réponse ailleurs. Et qui sera peut-être une réponse européenne, mais peut-être une réponse dont nous serons assez largement absents. Donc je pense qu'il est majeur d'avoir ce dialogue politique, cette coopération. Il ne faut pas que cette coopération politique européenne, qu'elle porte les mêmes valeurs, ce n'est pas un problème. L'Union européenne porte les mêmes valeurs que le Conseil de l'Europe. Et ça n'a jamais été considéré comme étant politiquement un problème. Après, c'est un problème de délimitation, de zonage, en quelque sorte, de chacune des organisations. Et je pense que la coopération politique européenne, quand elle parle de droits humains, quand elle parle de démocratie ou quand elle parle d'état de droit, dont on sait que c'est aujourd'hui certainement la valeur qui est la plus attaquée en Europe, dans l'Union européenne compris, et puis évidemment à l'extérieur de l'Europe, quand on parle de ça, laissons faire le Conseil de l'Europe. Il a plus d'expérience, il a plus d'institutions, il a plus de mécanismes. Je rappelle quand même qu'il y a 220 conventions quand même dans le cadre du Conseil de l'Europe, c'est énorme. Donc faisons travailler tout ça, donnons une effectivité à tout ça et arrêtons de doublonner les choses, ce que malheureusement on a fait dans l'Union européenne en créant un certain nombre d'organisations qui, à mon avis, doublonnent celle du Conseil de l'Europe, ou en tout cas d'organes qui doublonnent le Conseil de l'Europe. Je pense qu'il faut arrêter ça parce que c'est pas bon et puis budgétairement, on peut pas faire face. Donc, trouvons effectivement des ponts entre les organisations et entre les forums de discussion. Et le Conseil de l'Europe pourrait être aussi assez pertinemment associé à la communauté politique européenne pour porter justement cette voie-là quand on discute de sujets qui ne sont pas étanches. Je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement parler d'énergie sans parler de droits humains, sans parler de transition climatique, on le disait tout à l'heure. Donc c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça, je pense, c'est pour cela que le 4e sommet est tout à fait déterminant. Donc après, je ne jouerai pas Madame Irma parce qu'on sait que c'est éminemment complexe et j'en ai pas les compétences pour le coup. Mais je pense que vraiment, ce 4e sommet, il faut regarder ce qui s'y dit, ce qui en ressort. Une chose qui est positive, c'est qu'il y aura déjà beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs de gouvernement. C'était pas gagné. Donc maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on en ressort. Mais je pense que c'est le lancement d'un processus qui, pour moi, est tout à fait déterminant. J'aimerais vous ramener sur le domaine de la santé que vous avez commencé à aborder rapidement. Les pères fondateurs avaient eu l'ambition au début des années 50 de créer une politique européenne de la santé. Après la crise du Covid, ne s'agit-il pas d'un secteur à haut niveau de priorité dans l'intérêt des citoyens européens et pour affirmer une meilleure solidarité européenne? Tout à fait, je pense que ça doit l'être. C'est d'ailleurs intéressant du point de vue historique, parce que vous l'avez rappelé, on avait l'ambition effectivement de cette Europe de la santé au tout début des expériences d'intégration. Il y a eu
beaucoup d'interrogations quand même sur cette Europe de la santé. Je rappelle que quand le président Juncker a fait une chose que je trouvais politiquement assez intéressante, qui était de déterminer quels étaient les dossiers prioritaires des commissaires et les dossiers qui ne l'étaient pas, la santé à l'époque était un dossier non prioritaire de la Commission européenne, parce que ça demeure une politique lourdement nationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne fera pas une politique de santé uniquement européenne, ou sinon je pense qu'on va mourir plus vite. Parce que la santé, c'est éminemment local. La France pourrait s'interroger d'ailleurs aussi sur une relocalisation de ses politiques de santé. Il y a quelque chose d'éminemment local dans tout ça. Mais ce que montre la crise de la Covid en particulier, c'est ce besoin de coordination. On a beaucoup envié l'Allemagne fédérale à ce moment-là en matière de santé, parce que je rappelle que les compétences de santé sont les compétences du Land en Allemagne et pas les compétences du Bund. Ce qui fait qu'Angela Merkel n'a jamais pu appeler au confinement, mais a simplement demandé aux Allemands de rester chez eux, parce que ça n'était pas de sa compétence et que ça a été très difficile à gérer en Allemagne. Je pense que ce que ça montre, c'est que la solution fédérale, elle ne vaut que s'il y a une coordination. Parce que la solution fédérale en Allemagne a été très contre-productive au moment de la pandémie, parce qu'elle a recréé des frontières internes à l'Allemagne. Et qu'elle a été vivement critiquée d'ailleurs au niveau des Allemands. Donc je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pas nécessairement de fédéraliser la santé, parce que encore une fois, je pense que ça ne fonctionne pas et que ça n'est pas pertinent, mais de travailler sur les différentes échelles d'intervention. Et l'Europe, contrairement peut-être à ce qui a été pensé un temps, elle a un rôle tout à fait nécessaire à jouer, pas uniquement dans la coordination des systèmes de santé et de sécurité sociale, par exemple, comme on le fait depuis la fin des années 60, mais sur les réponses européennes aux crises pandémiques. Ou est-ce qu'on appelle déjà dans le traité les menaces transfrontalières graves, parce que là, on a besoin de coordination, on a besoin, tout à l'heure, je l'évoquais, d'un vocabulaire commun, on a besoin de données de santé mises en commun pour mieux modéliser les évolutions, que ce soit les évolutions des coronavirus, mais les évolutions probablement d'autres menaces pour la santé publique. Et là, il faut vraiment renforcer le rôle de l'Union européenne. On a commencé à le faire dans l'Union de la santé. Je pense qu'il faut aller un cran plus loin. La France et l'Allemagne avaient essayé dans un système qui s'appelle Gaia-X de travailler justement sur l'interopérabilité des données de santé. On se rend compte avec ce programme-là que c'est très compliqué, mais c'est absolument fondamental. Et puis après, je pense qu'il faut apprendre à réfléchir les conséquences des crises sanitaires, ce qu'on a très mal géré en Europe, faute d'outils et puis on a beaucoup discuté au moment de la crise de la Covid. Je pense que les ministres de la Santé ne se sont jamais autant vus qu'à ce moment-là, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais on a vu qu'il manquait des instruments. Typiquement, comment est-ce qu'on fait pour passer la frontière quand on a une obligation de quarantaine, quand on a une obligation vaccinale, on l'a vu, ça a été extrêmement difficile. Alors on l'a fait dans l'urgence, et je pense que c'est sur ces mécanismes-là, sur cette résilience sanitaire en fait, que l'Europe doit travailler. Et puis vous l'évoquiez, c'est de la solidarité. On a commencé à le faire avec la connaissance des stocks de médicaments, des stocks de masques, avec la libre circulation des soignants qui a été déterminant. Sans libre circulation des infirmiers et des infirmières françaises au Luxembourg, je pense que les hôpitaux au Luxembourg étaient tout simplement fermés au moment de la crise de la Covid. Donc on l'a vu, il y a eu les transferts de malades. L'Est de l'Europe, on a été, de la France, on a beaucoup été confrontés à ça, que ce soit à Mulhouse, à Strasbourg ou à Metz. On a transféré des malades jusqu'en Autriche. Et là, on s'est rendu compte que l'Europe, elle était un peu absente parce qu'elle n'avait pas les données, parce qu'elle n'avait pas les personnes finalement, elle n'avait pas
l'organisation véritablement pour permettre ça. Et ça, je pense qu'il faut l'intensifier parce que on a devant nous un dossier qui est majeur, qui est la relocalisation de la production de médicaments. Sauf que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la relocalisation, ça doit être tous les États fabriquent tous les médicaments ou est-ce que l'Europe assure effectivement le stockage, sait où c'est stocké, fait circuler les stocks en fonction des besoins. Pour moi, c'est la deuxième solution qu'il faut viser. La première est une illusion et fera qu'on sera moins bien soigné. Donc là, l'Europe, pour moi, a toute sa légitimité. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne à se parler, il faut qu'on apprenne à considérer qu'un problème de santé publique, il n'est pas mieux géré au niveau national. Comme une crise phytosanitaire ou une crise animale. Et malheureusement, les eophypronil ou la crise de la vache folle ont montré qu'on mettait beaucoup de temps pour accepter effectivement de faire rentrer l'Europe dans le jeu et qu'on l'a fait rentrer parce que à un moment, les États se débarrassent du problème. Et ça, c'est une très mauvaise solution. Donc c'est là où l'Europe, effectivement, est importante et où le fédéralisme est une bonne réponse, puisqu'il va permettre la mise en commun d'un certain nombre de compétences, tout en laissant des compétences au niveau des États membres, voire au niveau des localités. Et encore une fois, on ne mange pas la même chose, on ne vit pas sous le même climat. Donc, nous n'avons pas les mêmes risques en matière de santé, donc nous absorbons les médicaments d'une manière différente. Et ça ne pourra pas être géré, centralisé au niveau européen. Donc, je pense que c'est une bonne manière de penser le fédéralisme qui ne doit pas être une centralisation, selon moi, qui ne doit pas être une uniformisation, mais un moyen de faire vivre des différences et de faire exister l'Europe sur des zones de compétences qui peuvent être différentes. Peut-être que là, la priorité, effectivement, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est le climat, c'est un certain nombre de droits citoyens, mais peut-être que c'est aussi la thématique de la défense ou la thématique du numérique qu'on a évoqué tout à l'heure. Peut-être que voilà, on a ces priorités-là aujourd'hui, puis il y a peut-être un moment où on aura besoin de moins d'Europe sur ces éléments-là, mais de plus d'Europe sur d'autres éléments. Et c'est dans ce sens-là que la question des institutions est importante, parce que ce qui est peut-être plus important, c'est d'avoir des institutions qui permettent cette Europe fédérale à certains moments sur certaines activités, plutôt que ce qu'on a essayé de faire avec le traité de Lisbonne, qui est très rassurant pour les États, qui probablement est très facile à vendre pour les citoyens, parce que c'est une solution simple, qui est toujours plus simple à vendre, mais dont on sait qu'elle est illusoire, qui est le partage des compétences, où on dit ça c'est une compétence européenne, ça c'est une compétence partagée, ça c'est une compétence uniquement d'appui de l'Union européenne, ça ce sont des compétences des États membres. On voit bien avec les crises, et je pense au bouquin de Luc Van Middelaar, Quand l'Europe improvise, finalement, ça on ne peut pas le consigner dans un traité, le partage des compétences, ou alors de manière très générale. Mais on sait qu'à certains moments, pour répondre à certaines crises, on risque d'avoir besoin de faire, par exemple, de l'achat en commun. Et on a fait de l'achat en commun sans base juridique, et pour les vaccins et pour le gaz. Donc c'est aussi ces marges d'improvisation qu'il faut qu'on arrive à laisser pour que l'expérience européenne puisse fonctionner. Merci Frédéric Béraud. Nous arrivons au terme de cet entretien. Une réflexion sur le conseil scientifique que nous avons constitué. Vous en êtes membre et nous en sommes très contents. Un grand merci. Nous avons 22 membres avec des zones de compétences différenciées, donc il peut y avoir un travail intéressant. Et qu'attendez-vous de ce conseil scientifique ? Ce qui est intéressant pour moi, justement, c'est de pouvoir coopérer, c'est-à-dire de pouvoir quelque part mettre au service de cette idée des compétences différentes, et puis de pouvoir essayer de proposer des solutions à des problèmes qui sont complexes. Et je pense que c'est cette gestion de la complexité aujourd'hui qui
qui est une vraie question. Le conseil scientifique, comme tout conseil scientifique, pose certainement aussi la place de l'expertise. Et pour moi, l'expertise, ça doit être un réservoir d'idées, probablement aussi une zone de confrontation d'idées. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se confronter sans nécessairement se faire la guerre, y compris du point de vue universitaire. C'est pas toujours très simple. Et puis d'aller au-delà de l'université, c'est-à-dire de pouvoir aussi avoir d'autres expertises de manière à pouvoir être une boîte à idées et puis de faire vivre cette idée européenne qui, comme vous l'avez compris, est une idée qui me caractérise. Un grand merci, Madame Frédérique Béraud. Enfin, nous serons forcément en contact via le conseil scientifique et dans d'autres occasions lorsque nous organisons des activités, comme nous l'avons fait à Strasbourg récemment. Vous étiez présent, vous avez participé à ces événements sur le 9 mai et sur la nécessité de changement de traité. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.